Hotep. Aujourd'hui, je vais vous lire la troisième partie du roman « Ceux qui sortent dans la nuit » par Moutlou. Le voyage retour en 1705. Bonne écoute! Je ne pensais pas avoir jamais été plus content de descendre de mon lit le lendemain, après cette fameuse nuit. Ma nuit mouvementée n'avait pas été sans conséquence, car j'avais mal au cou et au dos. C'était fâcheux, mais j'étais encore heureuse de pouvoir au moins sentir quelque chose. Il faisait jour et j'étais en vie. J'ai pris un petit déjeuner plus copieux d'ordinaire. Je projetais de me rendre juste après à l'université pour assister à la soutenance de thèse d'une élève journaliste que je courtisais et qui me faisait tourner en rond depuis au moins 6 mois. Tandis que je me parfumais le cou et les aisselles, un coup de sonnerie m'interpella et je m'en fus ouvrir. Le vieux Ada, le vrai, se tenait devant moi, devant ma porte. Il semblait de bonne humeur. Même légèrement voûté par le poids de ses 72 ans, Ada restait imposant du haut de son mètre 90. Avec ses épaules d'haltéophilie encadrant un corps musclé, on sentait qu'il avait été un véritable athlète. Il posa sur moi un regard profond avant de dire d'une voix aimable: « Vous êtes bien à la noce, n'est-ce pas? Je suis Jean-Paul Ada. Merci de me laisser entrer. » J'eus juste le temps de m'écarter et il me frôla en passant. Personne ne l'ait imaginé autrement qu'un grand-père attentif ou un patriarche prévenant. Dès ce moment précis, j'ai su que ma dernière nuit avait laissé plus qu'un cou et un dos douloureux. Mais venez donc vous asseoir, monsieur le Sonnard. J'espère que je ne vous dérange pas. Non. Je m'en serais tellement voulu. Tiens, vous jouez de la guitare. Oh, ça me rappelle les années 60, quand j'allais jouer du bikitsi dans un boui-boui en compagnie de mon ami Medjo. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser. Il s'empara de ma guitare, s'assit sur un coin de canapé et exécuta un solo avec un doigté qui me laissa perplexe. Le menton relevé, il garda les yeux clos et bougeait les épaules avec élégance. Si seulement la télé avait existé à cette époque-là, nous serions devenus des stars internationales et aujourd'hui, on me connaîtrait sans doute comme musicien et non comme physicien. Parfois, une vie entière se joue sur un petit détail. N'en parlons plus. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec mes souvenirs du vieux yéyé. Pourquoi votre maison est-elle si silencieuse? N'y a-t-il pas d'enfant ici? Ou tout de moins une dame à qui je puisse présenter mes hommages? Non, mes 2 filles ne viennent que pour les congés. Leur mère et moi sommes séparés. Ah, vous avez des enfants? Ce sont des jumelles. Ça, c'est très bien. Sais-tu que je suis un bon ami de Nispa, ta grand-mère? N'est-ce pas? Une femme forte qui a su s'imposer par ses qualités. J'ai beaucoup appris d'elle, car il faut dire que je l'ai bien côtoyée pendant des décennies.
jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer vivre dans son village. Et toi, jeune homme, depuis combien de temps es-tu dans le quartier? Depuis toujours. Je suis née ici. Mon cordon ombilical et mon pupille sont enterrés juste derrière ce bâtiment. Pourtant, je ne t'avais jamais vu. C'est ainsi. Bon, je suis passée à tout hasard afin de prendre des nouvelles de Mispa, ta grand-mère. Au fait, c'est bien ta grand-mère paternelle, n'est-ce pas? Oui, c'est effectivement ce que je me disais, puisqu'elle n'a pas eu de fille, que je sache. Je ne l'ai pas revue depuis le décès de sa petite fille. Elle se remet péniblement de cette douloureuse issue. C'est injuste. Nous ne devrions pas survivre à nos enfants. Et j'imagine aussi la douleur qui est la tienne d'avoir perdu une sœur cadette qui était pleine de promesses. Dodo était mon unique sœur. Je vois que tu es allé sortir. Je ne resterai donc pas plus longtemps. Il s'appuya sur sa canne, se leva. Je suis très ravie de t'avoir rencontré, jeune homme. Puisque tu es de la famille de Mispa, alors tu es également de la mienne. Je lui reprocherai à cette cassoutière de ne m'avoir jamais dit qu'elle avait un petit-fils aussi entreprenant. Qu'à cela ne tienne, nous prendrons le temps de faire connaissance et je suis d'ailleurs certain que nous nous reverrons très vite. Il attrapa ma main et la secoua chaleureusement avant de s'en aller d'un pas lent, nous laissant abasourdis. Après ce qui s'était passé l'année dernière, comment comprendre une telle démarche? Une chose était sûre, ce n'était pas une visite de courtoisie. Il m'avait semblé entendre dans le discours d'Ada 2 ou 3 tournures très louches, pleines de sous-entendus. Ada me donnait rendez-vous pour la nuit prochaine. Quand à 23 heures, je me décidai enfin à sortir, transformée en Eosus, je me heurtai à Ada, qui campait sur le toit d'une échoppe en face de chez moi, de l'autre côté de la route. Il n'avait plus grand-chose du vieillard qui m'avait rendu visite le matin. Et c'est comme un oiseau de proie qu'il fendit sur moi. Jeune homme, j'ai failli attendre. Il me semblait pourtant que tu sortais beaucoup plus tôt, quand il s'agissait de venir me guetter et de me filer dans les rues de la ville. C'est désormais clair que vous m'avez repéré. Dès la première nuit, je ne serais plus en vie depuis bien longtemps si je n'avais pas la capacité de sécuriser l'intégralité de mon périmètre d'action. Et pourquoi m'avoir laissé continuer? Pourquoi m'avoir permis de voir tout ce que j'ai vu? Je voulais savoir jusqu'où tu étais capable d'aller quand tu étais déterminé, pour une raison très précise que tu ne tarderas pas à comprendre. Avez-vous été satisfait au moins? Oui, sinon tu ne serais pas là. Donc, si vous m'avez épargné hier, ce n'était pas parce que je suis le petit-fils de Mispa. Nous reparlerons de Mispa plus tard. Pour le moment, il y a plus important. Ne restons pas plantés ici, au milieu de la rue. Viens, je t'emmène dans un endroit tranquille où nous pourrons discuter. En moins de 5 minutes, nous fûmes au sommet de l'immeuble de la mort. Je te sens un peu tendu. Pourtant, tu n'as rien à craindre pour le moment. Car je t'assure, c'est pas pour parler de ce qui s'est produit hier dans ma chambre que nous sommes là. Même si tu devrais avoir honte d'avoir attenté à la vie d'un honnête vieillard. Décrypte-toi donc et écoute-moi attentivement. Mon exposé risque d'être long
et tortueux. Depuis que le monde existe, il y a sans doute toujours eu des Eosus en Afrique. Devenir Eosu, c'est accéder à l'ultime stade du développement des capacités spirituelles et physiques de l'être humain. Quand on a atteint ce stade, tout, ou presque, devient possible. Chaque idée conçue dans le cerveau de l'Eosu s'accompagne presque toujours du moyen le plus efficace et le plus simple aidant à sa réalisation. En règle générale, chaque Eosu peut réaliser ce qu'il pense, maintenant. Dans le monde de la nuit, le plus facile c'est d'agir, et non de penser. Chez les humains dits normaux, c'est exactement le contraire. On pense le plus et on peut le moins. Conséquence, la société vit au rythme de projets et même d'avant-projets, qui le plus souvent ne vont pas plus loin que le premier tiroir qui les recueille. Les Eosus n'aiment pas trop la notion de projet, parce qu'ils ont les moyens de passer directement à l'action. Quand ils se réunissent en assemblée ou sur un arbre ou ailleurs, les résultats sont palpables au petit matin. Cela a l'air fantasmagorique, pourtant, nous savons, toi et moi, que c'est réel. Tout ce déploiement de force est admirable. Et quand on a la chance d'appartenir à cette élite secrète, on devrait se réjouir chaque nuit de pouvoir narguer les lourdeurs consubstantielles à la nature de l'être humain. Pourtant, aujourd'hui, je suis quelque peu désabusé, je dirais même déçu. Je suis déçu parce que quand je jette un regard rétrospectif sur toute l'histoire des Eosus, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, force est de reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Depuis près de 70 ans que je hante les nuits dans ce pays, je vois le même spectacle de ces gens qui sortent dans la nuit pour aller s'affronter sur les cocotiers et organiser quelques carnages par-ci, par-là. Pas une fois, on ne m'a convoqué pour agir au vu d'améliorer quoi que ce soit dans la société. Et ce n'est pas souvent qu'il m'a été donné de rencontrer un Eosus vraiment soucieux de transformer dans le bon sens la vie de son clan. C'est quand même terrible, n'est-ce pas? Qu'une telle concentration de pouvoir ait pu ainsi traverser des siècles sans réussir à s'imposer dans le quotidien des gens par des concrétisations pérennes, fortes, véritablement positives et bénéfiques pour tous. La vérité est là, et je suis dans la douleur de devoir la reconnaître. Les Eosus sont des êtres essentiellement négatifs. Oui, nous le sommes. Toi, moi, Mispa et tous les autres. Qui d'entre nous s'est par exemple distingué en accomplissant dans sa vie personnelle ou celle des autres quelque chose qui n'aurait pas pu être réalisé par n'importe quel audacieux ingénieux? Personne. Si je suis un physicien de renom, ce n'est pas à mes pouvoirs occultes que je le dois. Même chose pour Mispa, qui s'est constitué un bon patrimoine en comptant d'abord sur les seuls atouts qu'elle avait en tant que femme. Il en va ainsi de l'existence de la plupart des Eosus. Et c'est ce gâchis de compétences, cette propension à la destruction qui m'indispose de plus en plus. La vigilance que nous montrons à nos épiers, l'acharnement que nous avons à nous combattre et à nous neutraliser, tout cela m'horripile. De nos villages à nos États,
nous nous fourvoyons de la même manière. Quand tout un peuple se perd, cela signifie que ce sont les grands guides qui ont failli. En ce qui me concerne, je refuse de partager une telle responsabilité. C'est pourquoi depuis quelque temps, j'ai décidé de lutter contre cette dérive qui n'a que trop duré. Je pense que le moment est venu de plonger dans les profondeurs de nos coutumes ancestrales, d'aller chercher les trésors qui y sont restés trop longtemps enfouis et de venir les poser sur la balance. Si l'Afrique est aujourd'hui la dernière de la classe, c'est certainement parce qu'elle refuse de se battre avec toutes les armes dont elle dispose. Je ne cesse en effet d'imaginer un monde où ces forces qui nous animent, nous et Usos, pourraient enfin être utiles à tous les peuples du monde. C'est pourquoi je prône l'intrusion des Usos dans le mouvement scientifique et la recherche fondamentale. Il suffit d'examiner les téléphones portables ou encore les ondes radio. Cette petite boîte froide permet de restituer les émotions et les voix d'autrui, même à l'autre bout du continent. Moi, je veux bien croire qu'un type se soit levé un beau matin et ait eu l'intuition qu'on pouvait véhiculer des paroles dans un câble ou dans l'air, et surtout qu'il ait fabriqué un appareil pour le prouver. Mais personne ne réussira jamais à me faire accepter qu'un tel type était un homme normal, qu'il n'était pas dans son pays une sorte d'Eusso. Pour tout dire, je ne vois pas quelle différence il y a entre promener la parole de câble en câble et se promener soi-même d'arbre en arbre. Nous sommes là, en face de deux phénomènes rêvant du paranormal, et ce n'est pas parce que les uns ont pu traduire leur sorcellerie en équations mathématiques que les autres, qui ne l'ont pas encore fait, ne sont pas crédibles. C'est fort de toutes ces convictions que je me suis mise en tête de fédérer les énergies de quelques Eussous extrêmement compétents. Nous sommes 13 au total, tous des intellectuels africains agrégés des sciences occidentales et profondément imprégnés de nos traditions respectives. Nous nous sommes fixés pour but de puiser dans nos vies occultes des idées et des pouvoirs que nous traduirons en leçons susceptibles d'être transmises à tout homme par le canal d'un enseignement académique normal. Cela conduira à la naissance d'une nouvelle science qui produira dans chaque pays, grand ou petit, une élite capable de s'imposer par le dialogue ou par la force, qui aura la capacité de libérer son territoire, ensuite la possibilité de le sécuriser, et enfin la liberté et le développement à sa guise. Que ce soit aux Eussous de se charger de lancer cette révolution n'est que justice. Car si, au lieu de se massacrer à travers des siècles, ils avaient été plus attentifs à l'évolution de la société, il n'y aurait eu ni traite négrière, ni colonisation. Notre première réunion eut pour but de dégager quelques axes de recherche intéressants. Les propositions affluèrent tellement que pour ne pas nous disperser, nous fûmes obligés de circonscrire 3 domaines d'études: l'homme, la nature et les objets, et de nous repartir en 3 ateliers chargés de creuser des ouvertures, chacune dans sa direction. La synthèse des premiers travaux donna les résultats suivants. Le groupe, qui était chargé des études sur l'homme, travaillait sur 2 sujets: la jeunesse infuse et le voyage-retour. Le groupe qui travaillait sur la nature étudia 2 sujets également:
les plantes médicinales et les instincts animaux. Dans le dernier groupe, on ne retint qu'un seul sujet, le dégagement matériel. Le premier groupe valida ses sujets, jeunesse infuse et voyage retour. Le deuxième groupe travaille sur la durée, car il y a beaucoup d'animaux et de plantes à tester. Quant au troisième groupe, celui qui s'occupe des objets et dont l'unique sujet est le dégagement matériel, il n'a encore obtenu de validation à ses recherches. C'est dans ce groupe que je travaille et j'ai 4 autres confrères à mes côtés. Nous sommes 2 Camerounais, un Béninois, un Nigérien et une Ghanéenne. Partant de nos multiples aventures et mésaventures nocturnes, nous avons élaboré le concept du dégagement matériel qui englobe tous les moyens qui permettent de déplacer un objet sans le toucher. Cette théorie vise à permettre aux hommes de se servir de leur seule volonté pour promouvoir n'importe quel objet, d'un point A à un autre. Les objets bougent autour de nous dans la vie quotidienne plus qu'on ne pourrait le croire. Je connais par exemple des Eosus capables de vous siphonner à distance tout le contenu d'un coffre-fort scellé. Pour notre travail, nous nous sommes appropriés le meilleure technique, qui est celle des violeurs de sépultures, qui visent dans le Nyonkele. Ces gens de l'ombre qui convoitent les ossements humains pour divers trafics ésotériques ou bassesses commerciaux, sont capables de soustraire un mort de sa tombe sans donner un seul coup de pioche. Nous avons fait des tests au sein de notre groupe. Des chaussures, des stylos, des morceaux de plantain se sont retrouvés en balade dans l'espace. C'était déjà intéressant, mais il était question d'améliorer le phénomène en soumettant tous ces objets à la dématérialisation, car on ne pouvait pas prendre sur nous de livrer au monde une technique qui comporte de risques d'occasionner des collisions entre des conteneurs de marchandises et des avions. Seulement, dans notre groupe, il n'y avait personne en mesure d'exécuter une dématérialisation d'objets, ni même dans les autres groupes. En réalité, il n'existait plus un seul Eosu contemporain capable de faire une chose pareille. Pendant des nuits, la concertation fut générale. C'est mon collègue Damé, l'autre Camerounais du groupe, qui nous redonna espoir. Dans le civil, c'est un ethnologue de premier ordre, avec pas moins de 15 publications de référence. On est Eosus de père en fils dans sa famille, depuis au moins l'époque des pharaons. C'est donc Damé qui nous raconta que la matérialisation des objets se pratiquait couramment jadis parmi certains Eosus. Il nous certifia avoir fait une étude sur le sujet. Selon cette étude, la dernière trace de dématérialisation remontait à un certain Jamlimbé, qui vécut dans un village appelé Somaboé, à quelques kilomètres de la gare de Mesando, dans la forêt du Nyankele. Ce fameux Jamlimbé mourut en 1705 pendant la saison des mangues sauvages. Eh bien, Damé nous proposa tout simplement d'aller en 1705 chercher la technique qui nous manquait pour parachever notre œuvre, puisque le voyage retour était aujourd'hui chose possible grâce au premier groupe. Les séquences de son raisonnement étaient tellement précises que nous décidâmes de tenter cette aventure. Qui donc allait entreprendre le voyage retour et aller à la rencontre de Jean Limbé en 1705 pour le convaincre de nous céder sa technique de dématérialisation?
Nous étions tous les 5 volontaires, mais un seul critère s'imposait pour la sélection de l'Eurosélie. Il fallait quelqu'un qui parle parfaitement la langue de Jamlingbe. Cet aïeul avait vaincu en territoire bassa dans un village où on n'avait sans doute jamais entendu une autre langue. Malheureusement, de tous les 13 Eosus qui composaient notre cercle de recherche, il n'y en avait pas un seul de la tribu bassa. Les nuits passaient, la date de l'audition de notre groupe se rapprochait et on continuait à tourner en rond. Comment allaient réagir les autres membres du cercle si le groupe dans lequel figurait l'initiateur de toute l'affaire se présentait avec un travail incomplet? Il fallait trouver quelqu'un. Mais qui? J'étais sur le point de tenter une manœuvre désespérée lorsqu'une certaine nuit, pour une petite palabre entre gens d'influence, j'ai détecté un jeune Eosu qui me filait avec une détermination marquante. Les bonnes coutumes de notre univers parallèle n'incitent pas au laxisme en pareilles circonstances, car les filatures annoncent très souvent des exécutions. Pourtant, cette nuit-là, mon petit doigt ne cessa de me conseiller d'attendre. Quelque chose me disait de ne pas réagir avec ma brutalité habituelle. Aussi, me prescrivis-je la patience, l'observation et la ruse. Je m'en suis longuement félicité quand dans ma chambre où je t'avais coincé, jeune homme, tu m'as avoué être le petit-fils de Mispa. J'ai dû faire un gros effort de comportement pour ne pas t'embrasser, car la Providence venait de m'offrir dans un écrin le candidat idéal pour le voyage retour à destination de l'an 1705. Nom de Dieu! Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire vous a été narrée par la prêtresse Chédou de l'école initiatique Kamit. Nous vous retrouvons pour une suite la semaine prochaine. Si vous aussi, vous avez des histoires, des contes, des livres, merci de nous les envoyer par mail ou de faire des réclamations sur les commentaires. Au tête.